mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'instabilité politique et la violence qui règnent en Haïti ces derniers temps constituent des sujets de préoccupation pour les États membres de l'Union européenne. Le ministre des Travaux publics, l'ingénieur Joaseus Nader, annonce qu'un pays ami dont il ne veut pas citer le nom est prêt à fournir 190 mégawatts de courant additionnel à Haïti. Michel Présumé rejette les accusations de dilapidation des fonds Petro-Caribé portées contre lui. Le nouveau directeur de l'EDH, qui fait l'objet de contestations, affirme qu'il n'a jamais été ordonnateur ni comptable de deniers publics. Les États membres de l'Union européenne sont préoccupés par l'instabilité politique et la violence qui règnent en Haïti ces derniers temps. C'est ce qu'a fait savoir vendredi l'ambassadrice et chef de la délégation de l'UE accréditée dans le pays, Madame Sylvie Tabès. La diplomate rappelle une fois de plus que seul un dialogue inter-haïtien peut sortir le pays de cette crise. Nous sommes vraiment préoccupés parce que cette instabilité et cette recrudescence de la violence que l'on voit un peu partout ne favorise pas la mise en place de politiques résilientes sur le long terme. Nous sommes préoccupés également puisque nous sommes dans une période un peu entre deux, on ne sait pas trop comment la qualifier, où le Parlement n'est plus fonctionnel, où les élections qui devaient avoir lieu n'ont pas eu lieu, où le mandat des autorités locales a pris fin. Donc c'est une situation qui ne peut pas perdurer, qui est préoccupante. Nous avons aussi évidemment dans nos conditions pour appuyer un gouvernement, des conditions qui sont plus liées à l'état de droit et à la démocratie en général. Et là, nous sommes dans une situation qui n'est pas satisfaisante et qui demande à être réglée. Mais ça doit être réglé par les Haïtiens et je ne vois pas comment le pays peut s'en sortir s'il n'y a pas un accord politique minimal entre les principaux acteurs haïtiens. Ça me semble la voie pour pouvoir jeter les bases d'une discussion et d'un dialogue et sortir de cette impasse. Mais ce dialogue doit être un dialogue inter-haïtien. Et nous favoriserons la tenue de ce dialogue dans la mesure du possible, c'est certain. Mais encore une fois, la responsabilité revient aux acteurs principaux haïtiens d'avoir ce dialogue. Vous appelez aussi à ce que justice soit rendue aux victimes? Ça fait partie de notre ADN, si je peux dire. Le respect des droits de l'homme, le respect de l'état de droit, le respect de la démocratie. Donc effectivement, il est important que toute exaction soit, que les enquêtes aient lieu et que les présumés coupables soient jugés et condamnés s'ils sont coupables. Ce que je peux dire en tant qu'Union européenne, c'est que nous avons des valeurs que nous exprimons régulièrement et qui ne sont pas changées, qui sont vraiment dans notre ADN. Ça nous constitue, ça nous caractérise. Nous sommes sur la même ligne avec tous nos États membres, cela ne fait aucun doute. Et nous continuons à faire valoir ces valeurs et à les appuyer. Et en partenariat dans le long terme avec Haïti, nous ferons tout ce que nous pouvons pour que ces valeurs fleurissent dans le pays. Le directeur général de l'EDH, Michel Présumé, sur la sellette depuis sa nomination, rejette les accusations de dilapidation des fonds Petro-Caribé. Il assure n'avoir jamais été ni ordonnateur ni comptable des deniers publics.
Il dénonce l'instrumentalisation du rapport de la Cour des comptes par la FJKL. Dans le même temps, M. Présumé n'écarte pas la possibilité de démissionner si un accord n'est pas trouvé avec le syndicat de l'EDH. Il explique que sa mission n'est pas de privatiser, mais d'améliorer le rendement de l'entreprise. Par ailleurs, le ministre des Travaux publics, Joséus Nader, critique l'intransigeance des responsables du syndicat. Il regrette que le syndicat n'ait pas permis à M. Présumé d'appliquer son plan de redressement avant de le contester. M. Nader révèle que des mains politiques sont cachées dans la protestation et promet de trouver un accord avec les vrais employés de l'EDH. Des étudiants en médecine s'engagent dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ils annoncent qu'ils vont distribuer des kits hygiéniques d'ici la semaine prochaine aux commerçants de fruits et légumes qui, selon eux, sont les plus exposés au virus. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Ils sont dans les rues chaque jour, et ce malgré l'interdiction des autorités municipales. Les petits commerçants accordent beaucoup plus d'importance à leur pain quotidien qu'à leur santé. C'est la conclusion tirée par des étudiants de plusieurs universités de la capitale. Après ce diagnostic, des mesures doivent être prises en vue de sensibiliser davantage cette catégorie sociale, insiste-t-il. Mais comment y parvenir? Ces jeunes ont déjà leur plan, explique Katiana Jean, chargée de communication de l'Innoved. À première vue, avant nous sur le terrain, nous-mêmes, nous avons fait pour une formation. Nous avons fait une formation pour nous expliquer qui est capable de dialoguer avec ma chaîne, qui est pour arriver sur ma chaîne. Parce que avant de faire enquête là, nous sommes allés sur le terrain avant tout pour chercher qu'on est ma chaîne. Plusieurs marchés publics de la capitale seront touchés par cette initiative. De jeunes étudiants s'engagent à procéder à une distribution de kits à partir de la semaine prochaine. Des marchands de fruits et légumes sont dans leur collimateur, poursuit Katiana Jean. Et nous visons pour nous distribuer kits mardi 21 juillet 2020 à 500 marchands qui sont dans environ de Tijo, et la Luc, Canapé Vert, la Ville, Boisvena, et puis Ouifernan, et puis Boudon, Pétionville. Exposés quotidiennement au risque d'attraper le coronavirus, les petits commerçants n'ont pas le temps d'écouter la radio, estiment ces jeunes universitaires. En rentrant chez eux, ils sont épuisés et doivent parfois répondre à leurs obligations familiales. Donc, ils n'ont pas le temps pour s'informer. C'est en ce sens que des séances de formation sont également prévues, indique la chargée de communication. Si ma chaîne est contaminée, nous la chaîne est déjà contaminée. Donc c'est peut-être ça. Nous te déplacer, nous t'al côté, nous t'al parler, nous t'al sensibiliser, éduquer, montrer qui sont capables de respecter les principes sanitaires, qui sont pour l'air dans l'arrière capables de respecter la distanciation sociale là. Et qui sont tout l'important dans l'arrière pour mettre cache-nez. C'est une manière pour ces jeunes à l'avenir prometteur de toucher les couches les plus vulnérables de la société haïtienne. C'est un projet pilote, selon eux, qui ne s'arrêtera pas là. Ils lancent un appel en ce sens aux autorités municipales. Nous avons fait des démarches, nous avons avec le secrétaire là que nous avons voulu aller, donc ils n'ont toujours pas de réponse. On dit que nous on attend tout parce que après le premier lancement, ça me pensait que il y a comprendre criant, il y a comprendre ampleur là et puis il y a comprendre l'importance ça a gagné pour nous encadrer le secteur informel là et surtout pour mes fautes avec production locale là. Différentes interventions auront lieu dès lundi dans le cadre de cette vaste campagne de sensibilisation mise sur pied par les étudiants. De plus en plus de secteurs veulent apporter leur contribution en ce qui concerne la lutte visant à réduire la propagation de la pandémie sur le sol haïtien. Innoved se mêle de la partie et invite en même temps d'autres acteurs à emboîter le pas. Car rappelle-t-il, le coronavirus est toujours présent, la seule issue possible, c'est de continuer à se protéger. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le lavage des mains et la distanciation sociale sont des consignes sanitaires que devrait respecter la population haïtienne, même après le passage de la pandémie de Covid-19 dans le pays, selon des Port-au-Prinциens.
La question de l'hygiène sanitaire devrait devenir une habitude au sein de la société, selon plusieurs citoyens de la capitale interrogés par Métropole. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. C'est la place Jean-Jacques Dessalines située au Champ de Mars, au cœur de Port-au-Prince, qui nous accueille. Autour de la statue géante du père fondateur de la nation, la vie suit son cours, chacun vaque à ses activités. Ici, certains jouent au jeu de hasard autour d'une table, là-bas, d'autres s'achètent à manger ou à boire. Ce n'est pas l'augmentation du nombre de cas de contamination liés au coronavirus en Haïti qui va changer les habitudes. Pourtant, certains comprennent l'importance des gestes barrières et des consignes sanitaires et suggèrent qu'on continue de les observer même après l'épidémie. C'est le cas de ce jeune homme qui travaille sur la place. Distance sociale là, quand vous distance et 1,50 m là. Oui, bon, mais même, ce bagage même, c'est depuis longtemps. Depuis longtemps, ce bagage, si vous n'avez la connaît depuis longtemps, il faut toujours laver main. Parce que moi, tout bagage, mais mon doit même cracher, côté cracher à fin sèche, et puis mon a passé sous lui. Depuis longtemps, il était toujours avant manger. Ça a 4 principes et hygiène. Un autre Port-au-Prince rencontré plus loin pense que tout est possible par l'éducation. Les mesures d'hygiène doivent rentrer dans la culture haïtienne, notamment le lavage des mains et la distanciation physique. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Le lavage des mains, c'est hygiénique. Automatiquement, de pouvoir manger, de pouvoir tout ça pour le faire, obligé de laver les mains. Nous-mêmes, en tant que culture, ça ne peut pas exister en tant que distanciation sociale là. L'on dit, où qu'on a la distanciation sociale, lui? L'on dit distanciation haïtienne, en termes de culture, il va habituer à comme ça. C'est coré, c'est barcolade. Si les deux premiers interlocuteurs se sont montrés loquaces, cette jeune femme va directement au but. Le développement d'une culture sanitaire et des gestes barrières peut sauver bien des vies dans le pays, et ce, même après la fin de l'épidémie de COVID-19. Mais elle opte pour le lavage des mains et la distanciation physique. Nous devons penser qu'on a fini, mais on reste qui reste là, ou pas prendre des précautions avec lui, et puis qui vient arriver infecté. Lavage des mains, puis cache-nez. Et puis, toujours garder des distanciations. Les consignes sanitaires prises pour contrer la propagation du coronavirus en Haïti peuvent contribuer à sauver des vies en tout temps et en tout lieu. Mais comme leur adoption n'est pas universelle en cette période de pandémie, leur maintien, quand elle sera passée, apparaît bien hypothétique. Bien que le coronavirus continue sa progression en Haïti et même s'aggrave, en particulier depuis l'ouverture des aéroports internationaux, une grande partie de la population continue à vivre dans le déni. C'est un peu le règne de l'incrédulité chez beaucoup de gens, avec comme principale conséquence le non-respect des consignes gouvernementales. Pour faire le point sur la situation de la pandémie aujourd'hui en Haïti, nous avons avec nous ce soir sur le plateau de Metro News le docteur Junot Félix. Bonsoir docteur Junot Félix et bienvenue. Bonsoir monsieur Kahn et bonsoir aussi à tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Télémétropole. De Metro News particulièrement. Metro News. Docteur Félix, à quel point en est-on aujourd'hui? Est-ce que le pic est dépassé? Est-ce que nous allons encore vers le pic? Est-ce qu'il faut s'attendre à une aggravation encore plus sévère de la situation? Ou bien est-ce qu'on va vers une mer un peu plus calme? L'histoire de pente ascendante, de pic, de pente descendante, etc., tout ça, c'est fait référence à une courbe, ok? Et en fait, la courbe, c'est une représentation graphique en réalité du nombre de cas confirmés en réalité. C'est ça. Okay. Malheureusement, en Haïti, nous avons peut-être fait le choix, je ne sais pas. Les responsables n'ont jamais précisé en fait la raison. Nous n'avons pas fait beaucoup de tests en Haïti. Nous avons testé aux environs de 12 000 personnes.
même si nous ne connaissons pas la population réelle d'Haïti, personne ne connaît ce... Aux environs de 12 millions. Bon, Okay. 12 millions, le même pourcentage les responsables étatiques ne peuvent pas donner la population haïtienne. Okay? C'est une sorte de manfoubinisme pour moi, parce que quelque part, on ne peut pas être dans la science et on navigue entre les chiffres comme ça. Et non, pour moi, c'est pas trop sérieux. Okay? Donc maintenant, je pense que les responsables, ils ont à un certain moment arrêté de faire les tests. Est-ce que c'est une histoire de finances, de sous? Est-ce que c'est un choix? Je ne pense pas que ça pourrait être un choix. Okay? Donc maintenant, il y a eu toute la population qui a eu sa propre approche par rapport à la pandémie. Okay? Ils ont fait toutes sortes d'expériences en matière thérapeutique, etc. Et finalement, moi je pense que quelque part les responsables ont voulu ouvrir l'économie. Qui peut être normal aussi comme choix politique dans un pays. Okay? Ça a été le choix de M. Trump. Exact. Et de la part de certains gouverneurs aux États-Unis aussi. Mais il y en a d'autres qui n'acceptent pas de le faire. Heureusement. Ouais. Donc maintenant, mais en fait, le fait qu'on n'a pas beaucoup testé, okay, il est extrêmement difficile d'appréhender la réalité. Et la vraie réalité, si vous me le permettez, la vraie réalité de la situation de la pandémie. Okay? Oui, parce qu'il y a des gens qui disent qu'en fait, par rapport au nombre de cas confirmés, bon, pour les décès, c'est plus facile de compter. Okay. L'hospitalisation aussi, on peut compter. Mais pour le nombre de cas confirmés, il y a même des gens qui disent qu'il y en a 10 fois plus que ce que les chiffres officiels donnent. Mais encore une fois, comment savoir? Je ne veux pas m'attarder en donnant aussi un chiffre, un autre chiffre. Okay? Étant donné que je dise que avec la quantité de tests qu'on a, c'est un échantillon, on va voir. C'est un certain échantillonnage. Mais malheureusement, en épidémiologie, en santé publique en général, il y a ce qu'on appelle un biais d'échantillonnage. C'est-à-dire la façon que vous avez constitué votre échantillon peut vous amener à faire des erreurs d'analyse aussi. Donc moi je pense que c'est ça. Donc on n'a pas vraiment une idée de la situation. On sait globalement qu'à un certain moment il y avait beaucoup plus de gens qui se plaignaient d'un certain malaise, d'une certaine fièvre, etc. Et à un certain moment, on pensait que c'était des cas de corona, mais c'était juste penser. Il n'y a qu'une seule façon qu'on puisse déterminer si quelqu'un, ou bien diagnostiquer que quelqu'un est le Covid-19, ou la Covid-19, c'est avec des tests. Il n'y a pas d'autre moyen. Autre chose, c'est des impressions cliniques. Vous pouvez, comme médecin ou bien comme professionnel de la santé, avoir une impression clinique en fonction des différents signes que vous... Mais pas de diagnostic. Et de là à définir une courbe, et de là à dire que nous avons atteint un certain pic. Oui, ça... Bon. OK. En tout cas, c'est quelque part, nous, ce que je peux affirmer, c'est que nous sommes toujours en plein corona. Oui. Que ça soit un plateau, que ça soit un pic, que nous ayons atteint le pic, etc. Nous sommes en pleine épidémie en Haïti de corona. Et malheureusement, les dernières mesures peuvent éventuellement aggraver la situation. Vous faites référence à quoi, là? Je fais référence à la Floride et la République dominicaine. C'est-à-dire l'ouverture des aéroports. Haïti n'est pas un pays totalement ouvert. Haïti, en comparant la République dominicaine et Haïti, Haïti est un pays fermé. Nous n'avons que des vols sur les États-Unis, quelques vols sur Nassau, etc., du Cap haïtien, et un vol vers l'Europe en passant par les Caraïbes. Donc, et des États-Unis, c'est la Floride particulièrement, nous avons à peu près 8 vols. Okay? Qui est le nouvel épicentre. Le nouvel épicentre américain. C'est aux États-Unis. Et la République dominicaine aussi, il y a une flambée de corona. Donc maintenant, et vous savez que nous n'avons aucun contrôle sur la frontière en réalité. La frontière, c'est une véritable passe-partout. OK? Passe-partout. Donc, il y a des choses qui sont visibles qu'on n'arrive même pas à voir. Les armes, les médicaments qui rentrent, tout ce qui rentre de faux de la République dominicaine passe à travers la frontière et ils sont visibles. Et le virus n'est pas visible. N'est pas visible en plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Mais moi, en général, je n'alarme pas les gens. En général, je suis l'apôtre de la non-panique, parce qu'en réalité, on peut adresser la situation si nous prenons les bonnes mesures.
Alors précisément, on va y venir. J'ai fait allusion tout à l'heure à cette attitude de déni d'une grande partie de la population. Donc c'est incrédulité. Petit bagage. Il y a même des gens qui disent un petit grippe. On a entendu même des professionnels le dire. Le déni est psychologique. Le déni, c'est psychologique, c'est involontaire. Mais il y a le refus aussi. Ouais. Le refus, c'est pas psycho. Non. C'est volontaire. Les gens refusent d'accepter certaines choses. Ouais. Le déni existe, mais il y a le refus aussi. C'est vrai. Okay? Parce qu'en fait, en matière de communication, vous êtes en communication beaucoup plus que moi, même si je suis à la télé. Mais en fait, vous savez qu'en communication, il y a la stratégie de communication, les stratégies de communication. Il y a le message et il y a le messager. Et très souvent, nos messages en communication ne sont pas adaptés au contexte haïtien. On copie les choses qu'on dit en Europe par rapport à la Covid, etc. Et le messager, c'est pareil. Très souvent, politiquement, à certaines fois, on n'accepte pas le messager. Parce que les gens utilisent trop les leaders politiques dans la Covid-19. On utilise les ministres, le président, le premier ministre, etc. Et des fois, pour moi, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on aurait dû utiliser d'autres types de messagers. Parce que très souvent, ça crée une réaction par rapport à ça. Il y a des gens qui refusent alors d'écouter. Mais je suis d'accord avec vous qu'en fait, il y a le déni aussi, qui est involontaire, le déni. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sensibiliser la population et vraiment leur faire prendre conscience que, messieurs, la grave. Premièrement, sans vouloir paniquer, encore une fois, vous avez tout à fait raison. La première chose, c'est redéfinir les objectifs. Qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui? Arrêter la transmission, empêcher le virus de rentrer en Haïti avec de nouveaux cas importés. Est-ce que nous voulons renforcer notre système de soins pour pouvoir faire face aux cas qui peuvent être plus graves? Quels sont les objectifs réels? À partir de cet objectif maintenant, vous allez pouvoir définir une meilleure stratégie de communication. Qu'est-ce que je veux faire? Donc, comment je vais communiquer pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Et autre chose à faire pour moi, c'est... Alors, pour la stratégie de communication, il faut avoir, avec les experts en communication, comme je l'ai dit, ne pas utiliser les leaders politiques, les leaders formels, je pense, ministres, etc. Utiliser d'autres types de messagers. Et maintenant, pour les messages, vous voyez, avec l'université d'État, par exemple, il y a plein de sociologues, plein d'anthropologues, des communicateurs sociaux qui peuvent effectivement trouver les vrais messages pour pouvoir adresser la population. Et autre élément fondamental, c'est inviter la population à devenir un réel partenaire dans la lutte. Ce que moi j'appelle activation communautaire. Essayer de définir dans les communautés, au niveau des quartiers, au niveau des églises, au niveau des lacous, des péristyles, etc., d'essayer d'activer les leaders naturels, des jeunes qui peuvent être dans le quartier, des jeunes qui ont eu la chance d'aller à l'université, par exemple, qui ont un certain niveau de connaissance. Par exemple, moi, c'est pourquoi j'ai créé ce channel YouTube avec des petites vidéos de 10 minutes que les gens peuvent prendre et utiliser le cerveau collectif, ce que je dirais un cerveau collectif au niveau des quartiers, que les gens puissent apprendre en même temps, apprendre ensemble, apprendre collectivement et apprendre à mieux faire de jour en jour par rapport à l'épidémie, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau du quartier, quelle famille a un très mauvais comportement, etc. Moi, je pense qu'au lieu de faire ça dans des micros, dans des décrets, dans des communiqués, etc., on aurait pu utiliser, et il n'est pas trop tard, d'utiliser les communautés, utiliser les quartiers. Et avec ça, cette activation communautaire pourrait effectivement beaucoup mieux aider. Et s'il y a une courbe à faire aujourd'hui, s'il y a un changement réel à apporter dans la lutte contre l'épidémie, c'est faire en sorte que la population devienne le vrai partenaire dans la lutte. Oui, mais malheureusement, l'expérience nous a montré que les églises, toutes églises confondues, n'ont pas agi de manière très responsable jusqu'à présent. Elles ont été à l'origine de ce qu'on appelle des clusters ou des foyers, avec cette histoire, on est sous la protection du bon Dieu, donc rien ne va arriver nous. Malheureusement, ce sont deux démarches totalement opposées.
démarche scientifique et démarche religieuse. Voilà. Okay, ce sont deux démarches totalement opposées. Et ils sont rares, des chrétiens ou encore des religieux qui arrivent à faire à essayer de faire d'essayer de trouver le juste milieu, quoi. Okay? Donc malheureusement, mais maintenant il y a certaines églises qui se sont, en tout cas moi j'ai été invité à plusieurs grandes églises. La religion adventiste par exemple m'avait invité à rencontrer tous les pasteurs, etc. Il y a d'autres églises qui ont fait de même, ok, et qui m'ont demandé des conseils et quoi faire, comment faire, etc. etc. Il y en a certaines églises qui se sont, mais il y en a d'autres qui on doit comprendre aussi que certaines églises dépendent des assemblées, quoi. Hélas. La hiérarchie de l'église dépend de l'assemblée, ok? Oui. Donc maintenant, après 4 mois de non-fonctionnement, c'est compliqué aussi. Évidemment. C'est compliqué, mais malheureusement, si les pasteurs nous écoutent, là, il faut tenir. Moi, je ne pense pas que l'ouverture des églises, l'ouverture des écoles, à ce moment-là, je ne pense pas qu'à ce moment présent, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Donc si les églises peuvent elles-mêmes essayer de repenser là, même si, ou bien demander à l'État, au gouvernement de repenser ça. Parce que église veut dire chanter, veut dire louange. Et les gens crient, et ils parlent fort, et les postillons vont voler partout. Absolument. Là, pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée. Un dernier petit mot, docteur Félix. Que pensez-vous de cette sinistre résurgence de l'affaire de body wash et car wash? C'est une catastrophe, cette histoire. Oui, c'est une catastrophe. Catastrophe et au point de vue sanitaire. C'est pas si vous avez vu les vidéos, quoi. Oui, tout le monde, oui. C'est des milliers de gens collés les uns sur les autres. Et c'est pas seulement Covid, c'est pas seulement le SARS-CoV. Il y a aussi d'autres bactéries, il y a d'autres. C'est comme un bouillon de culture. Il y a toutes sortes de micro-organismes où les gens échangent, etc. Nous avons malheureusement un pays où pendant 2 siècles, les gens n'ont pas eu la chance, ou en tout cas, ils n'ont pas été invités à aller à l'école. Comment pensez-vous, quelqu'un qui n'a jamais fréquenté une classe de biologie, par exemple, comment vous allez expliquer que dans la paume de vos mains, il y a 3 millions de bactéries? C'est quoi? Bactéries, c'est quoi? Et puis maintenant, donc c'est maintenant, vous laissez ça passer. Histoire de piscine créole, de tout. Okay. Bon, apparemment, le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait plus de car wash party ou des trucs comme ça. Bon, mais encore une fois, comment l'imposer? Écoutez-moi, pendant la période où il y avait le couvre-feu à 8 heures du soir. Ah oui, non, mais ça, je ne vais pas citer ça au niveau de la télé, mais moi, j'ai vu dans les quartiers, il y avait déjà des piscines créoles. Le soir, 10 heures du soir, etc. Donc, c'est que pendant que le couvre-feu était à 8 heures, on n'arrivait pas à faire respecter. Okay? Donc, comment on va faire ça maintenant? Donc, la solution, comme je l'ai dit, c'est inviter la population à devenir un partenaire sérieux dans la lutte. Mais ce n'est pas avec un communiqué, alors, interdisons les car wash, c'est quoi? Et ça c'est l'aspect sanitaire. Il y a mais toutes sortes d'aspects de... Je ne veux pas parler de moralité en elle-même, mais... Écoutez, là, je ne sais pas si vous avez vu des histoires de femmes qui ont cours de la bière sous les fesses. C'est quoi? Infection vaginale, toute histoire. Et en plus de ça, ce niveau de plaisir, ce niveau d'extase va vous amener à quoi? À des relations sexuelles non protégées. C'est de la drogue, c'est de l'alcool. Donc, pour moi, il faut arrêter ça. Et ce n'est pas seulement la coercition, ce n'est pas seulement la répression. On peut utiliser d'autres techniques. Il y a d'autres techniques qui existent en sociologie, de communiquer avec des gens. On peut amener, en essayant d'éduquer. Exact. On peut amener des communautés à apprendre à changer d'attitude, à changer de comportement, sans obligatoirement, vous voyez, des forces de l'ordre et à réprimer les gens, etc.
Mais là, il faut le faire. Il faut le faire. Et la population elle-même doit prendre conscience quelque part de cette situation. Le corona, ou encore la COVID-19 existe. C'est une réalité. Une réalité et continue, la transmission continue à se faire au niveau local. Tout ce qui a changé, c'est que mentalement, on a commencé à s'y habituer. C'est ce qui se passe, quelque part. C'est ça le changement en réalité. Oui, et puis surtout, on a entendu dire c'est une souche qui n'est pas tellement... Où est-ce qu'on a trouvé ça? Est-ce qu'on a analysé la souche? Voilà, bon, question. La chose scientifique, ça aurait été d'envoyer ça à Trinidad ou bien envoyer ça à Atlanta et d'analyser, etc. Et là encore, nous n'avons pas une seule souche. Qui est-ce qui dit que c'est une seule souche? Et puis il y a tous les nouveaux cas importés. Il y a des gens qui sont venus d'Europe, il y a des gens qui sont venus des États-Unis, il y a des gens qui sont venus de la République dominicaine. Donc comment on peut parler qu'il y a une souche haïtienne? Oui, bien sûr. C'est quand s'est produit cette mutation? C'est quand? Au mois d'avril, il y avait déjà 33 mutations dans le monde. 33. Avril. Donc maintenant, c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup plus après, parce que c'est un virus à ARN, et les virus à ARN, c'est difficile de faire la réplication, une réplication parfaite des virus à ARN, parce qu'ils ne peuvent pas vérifier. Virus à ADN, oui, mais virus à ARN, non. Donc c'est comme pour le sida. Donc c'est très difficilement contrôlable, ok? Donc là, c'est de là à dire que la souche haïtienne est moins virulente. On ne peut même pas dire l'article défini singulier la souche. Okay. Ouais. Bon, mais enfin, maintenant peut-être pour essayer de comprendre ce qui se passe ici, quand on voit des leaders mondiaux, qu'ils s'appellent Donald Trump ou Jair Bolsonaro, eux aussi nier pratiquement l'existence, ou tout au moins ou la gravité de la pandémie, on peut comprendre que bon, le peuple haïtien, qui finalement n'est pas tellement au contact des effets morbides de ce truc, prennent un petit peu les choses à la légère. Bon, mais écoutez, docteur Félix, est-ce que vous avez un dernier mot que vous aimeriez dire, soit à nos autorités, soit aux communautés, pour essayer de faire tourner le vent? D'abord aux autorités. Okay. Je pense, ne commettez pas les erreurs de l'administration américaine. Je pense qu'ils ont sous-estimé la pandémie, d'autant plus que le système de santé américain n'est pas un système qui est prêt pour ce genre de choses. C'est un système qui est dominé par le privé en réalité. Okay? Oui, donc c'est un système mais il agent, mais il en garde. Profit. Donc c'est le profit. Donc, or, ce type de pandémie, c'est des choses publiques, ça. C'est des choses collectives qu'on doit adresser collectivement. On ne peut pas dire, écoutez là, M. Klang, allez voir votre médecin à votre clinique et puis résolvez le problème. Ok? Non, c'est des choses qu'on devrait adresser collectivement. Et ils ont fait une erreur peut-être dans le protocole de testing. Comment on fait les tests. À un certain moment, c'était centralisé à Atlanta. Donc il y a eu plein d'erreurs pour moi, même si que nous sommes un petit pays, mais on peut, à partir de nos expériences et de nos compétences, voir où sont les erreurs, quoi. Maintenant, ce que j'ai toujours dit, j'ai toujours empêché de croire qu'en Haïti, qu'il y allait avoir une catastrophe. Non. Et je ne pense non plus qu'il va y avoir de catastrophe parce que nous avons certains paramètres comme le soleil, qui s'est vérifié ça. Il y a le plus grand paramètre qu'on vient de vérifier. Il y a un article qui est sorti la semaine dernière avec une étude qu'on avait commencée depuis plusieurs semaines dans certains pays comme l'Italie, l'Australie, la Suède, etc., qui ont essayé de vacciner plus de 1000 personnes avec le vaccin BCG. Parce qu'en fait, il y avait une hypothèse que les pays qui avaient fait des vaccinations massives contre la tuberculose et que ces pays sont un peu protégés par rapport au virus. C'est mieux. Et Haïti, nous avons été massivement vaccinés. Nous tous, nous avons un petit point là, qu'on a été vaccinés contre la tuberculose, etc. Donc, c'est un paramètre très, très, très sérieux qui explique peut-être ce qui se passe en Haïti. Et ces pays-là, ils ont, après coup, tenté pour essayer de comprendre, ils ont vacciné les gens chez eux pendant l'épidémie. Ces 4 pays. Et l'article est sorti la semaine dernière avec les premiers résultats.
et que c'est concluant. C'est concluant, oui, c'est vrai. Que c'est vrai qu'effectivement, il y a cet aspect. Maintenant, donc je dis à nos autorités, s'il vous plaît, ne laissez pas la politique vous entraîner dans cette histoire, dans vos choix. Okay? Ça veut dire l'envie d'ouvrir l'économie ou bien des histoires d'élections, bien des choix politiques. N'essayez pas que les choix politiques, ne laissez pas que les choix politiques vous établissent les priorités. Et je vous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que changer les messagers. Changer les messagers, c'est-à-dire les gens qui apportent les messages dans la COVID. Et maintenant, par rapport à la population, c'est ressaisissez-vous, essayez de voir au niveau des quartiers, au niveau des communautés, au niveau des églises, etc. Réfléchissez là-dessus. Essayez d'établir ce que j'appelle un cerveau collectif à tous les niveaux et de réfléchir ensemble et d'adresser la situation ensemble. Okay? Une activation communautaire. J'aime bien l'expression. Ouais. Mais écoutez, docteur Junot Félix, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps et surtout d'être venu jusqu'à nous sur les plateaux de Métro News, nous donner votre sentiment sur la manière dont les choses se passent aujourd'hui et risquent de se passer demain. Merci d'être venu. Bonne fin de journée. Un plaisir pour moi, M. Klang, et félicitations pour votre travail, quoi. Merci beaucoup. Voilà, c'était le docteur Junot Félix, spécialiste en santé publique, qui faisait un petit tour d'horizon de la situation en Haïti et proposait un certain nombre de pistes, en particulier en ce qui concerne l'éducation de la population, qui doit impérativement prendre conscience que coronavirus, ce n'est pas une blague. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.